Thomas Reverdy, bonjour. Nous vous recevons, Myrna Elou et moi, pour votre livre Le Grand Secours chez Flammarion, roman très attendu de la rentrée littéraire. Le Grand Secours est une vraie réussite, faut le dire. C'est l'histoire d'une journée à Bondy, dans un lycée, unité de temps, de lieu, voire d'action, au sens où chacun vit sa journée. Les chapitres sont courts, ils permettent une lecture haletante. On ne lâche pas le livre, qui n'a rien d'un thriller, mais qui frôle ou caresse tous les genres, littérature policière, littérature sociale, littérature sentimentale, voire roman d'initiation. Quand on parle de la jeunesse avec tant de générosité, ça marche toujours, mais enfin il faut vous lire. Et je vous cite, un pays qui n'a plus les moyens, qu'est-ce qu'ils croient que ça nous prépare comme avenir? Ils s'en foutent parce que les enfants de l'élite font encore de grandes écoles. Et c'est un peu la fin de votre livre, c'est un peu la conclusion. La progression de votre roman est très maîtrisée, ados, profs, parents, société, État. Quelle amplification, mais quel constat! Oui, c'est un constat qui est assez, qui se veut réaliste, quoi, qui part du réel. Je suis vraiment pas sociologue ou tout ça. Enfin, bien sûr, on se documente quand on fait ce genre de truc. Donc, j'ai lu des chiffres de l'INSEE sur le terrain où je suis là, à Bondy, etc. La situation à Bondy Nord et tout. J'ai recueilli des témoignages, j'ai interrogé des gens, machin. Mais en fait, j'ai fait mon boulot de romancier, quoi. On est avec des personnages, on est à leur hauteur, dans leur point de vue. On essaye d'être au plus près de leur parcours, de leur corps et de se tenir avec eux, quoi, et d'essayer de comprendre ce mystère du réel avec des mots, quoi, voilà. Une alchimie sociale, point d'interrogation. Une alchimie sociale, ouais, je sais pas. C'est quand même l'histoire un peu d'un désastre social. Enfin, je veux dire. Alors, vous nous faites tout à fait au début de votre livre, vous nous faites un schéma avec Bondy Nord. On a le lycée, le gymnase, le chinois, le carrefour, le camp de Rome, la cimenterie, le Peugeot, le Conforama, l'Aldi, le Darty, et on va se promener entre tout ça, où il y a à la fois l'autoroute A3 qui passe au-dessus du canal de Lourdes, qui passe au-dessus, ça fait un carrefour. Dans ce carrefour, au petit matin, les élèves sont là, avec des gens qui vont au boulot, il y a des autobus qui attendent, il y a des cars qui passent, il y a des voitures. Et puis, il va y avoir un coup de poing. Il va y avoir un incident, ouais, une espèce d'altercation entre un gamin, un ado qui réagit un peu vite, et puis un adulte qui a l'air revêche, brutal, sans doute raciste, et qui saisit l'occasion pour lui donner une leçon, quoi. Alors, il y a quand même cette annotation. Traverser la nationale et passer sous l'autoroute. Alors moi, je voudrais revenir dessus, parce que vous parliez du carrefour, Christophe. Moi, je trouve que le carrefour, c'est une image très importante dans votre roman. Normalement, un carrefour, ça distribue une circulation, c'est généreux, ça porte vers l'ailleurs, ça peut porter plus loin, plus haut éventuellement. Dans ce roman, le carrefour, c'est l'enfermement, c'est la pollution, c'est le contraire de l'échange, parce que voilà, il y a ce no man's land, il y a les carcasses, le camp de Rome. De quoi ce carrefour est-il l'image pour vous ? Ce carrefour, c'est d'abord sans doute le point de départ du roman. C'est-à-dire que c'est le lieu matriciel autour duquel vont s'organiser toutes les circulations des personnages et tout ça. Et je pense que pour moi, c'était aussi au point de départ. Et en fait, il y a longtemps déjà, un désir de lieu. Enfin, j'ai souvent ce truc-là quand je commence un roman de partir des lieux, de la géographie. Et ce carrefour, il est vraiment dingue. Il est au bord du canal. Il est surplombé par l'autoroute qui part vers Roissy, là, et qui distribue au-dessus du carrefour des bretelles d'accès à la nationale. Donc il est à la fois gigantesque, tentaculaire, bruyant. Il est monstrueux. Bruyant, monstrueux. Ouais, c'est un monstre. Il est monstrueux. Et effectivement, on n'en sort pas. C'est un carrefour, mais en fait, on a l'impression qu'on est tout le temps en train de tourner autour. Le pont de Bondy est plutôt un point de... C'est plutôt un carrefour au sens des crossroads américaines. Vous voyez, c'est aussi l'endroit où on se retrouve, en fait, où on attend le bus, etc. Alors, il y a les réseaux sociaux qui vont avoir une très très grande importance dans votre livre, qui est une caisse de résonance, mais qui souffle sur les braises. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on sent que ça échappe à tout le monde, même au petit mot qui prend la photo du gars qui a tapé sur le gars, et on voit sa photo sur les réseaux sociaux, et là, ça fait boule de neige, et ça devient
presque une affaire d'État. C'est là où votre truc est très réussi. On a l'impression d'une pièce de Shakespeare où ça commence par un homme qui veut diviser son gâteau en 3 et ça se termine par une guerre mondiale. C'est un peu ça chez vous. Ouais, c'est un peu ça. C'est aussi, alors c'est effectivement le fait de minuter les chapitres et de faire en sorte que ça se passe sur une journée, ça permet de faire monter cette tension-là. Et puis c'est vrai que il y a tous ces éléments, c'est-à-dire il y a tous ces discours qui se croisent. C'était aussi un des objets du roman en fait. Et puis moi, sans doute une de mes ambitions en l'écrivant, de faire se croiser tous ces discours, à la fois la parole des jeunes, mais aussi celle des profs, mais aussi celle de la littérature qu'on essaye de leur enseigner, mais aussi celle de la société autour, etc. Et tout ça s'entremêle, à la fois dans le carrefour et dans le lycée. C'est un peu deux lieux qui sont également des lieux d'écho comme ça. Et c'est vrai que les réseaux en font partie, quoi. Ça fait partie de la puissance amplificatrice de cette parole. Là, on sent que la révolution, on est à 2 doigts. Hein. Ah oui, à partir du moment où les choses sont parties, après plus rien ne peut les arrêter, quoi. C'est vraiment un orage qui est en train de gonfler un barrage jusqu'à ce que la digue cède, quoi. D'ailleurs, vous avez écrit le roman bien avant ce qui s'est passé tout autour de l'histoire du jeune Naël, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même une sorte de, je dirais pas prémonition du tout, mais ce que je veux dire, c'est que dans le roman, on sent que quelque chose bouillonne et se trame. Et en fait, ce que j'ai trouvé très nuancé dans le livre, c'est que vous donnez une part de voix à tous, c'est-à-dire les élèves également, la CPE, la directrice. En fait, on comprend l'intérêt de chacun, le point d'attention pour chacun, la peur de certains profs qui se retrouvent enfermés dans le laboratoire, par exemple. Enfin, moi, j'ai trouvé cette scène absolument incroyable et je me suis dit, mais oui, j'aurais sans doute fait la même chose. Je trouve que vous avez vraiment réussi à donner tout le spectre en fait des voix de cette journée. Ouais, alors c'est sans doute l'avantage des romans, hein, pour rendre compte du réel et pour rendre justice du réel. En fait, on a plein de personnages, on peut donc se permettre d'étudier la même chose depuis plein de points de vue différents, de les faire évoluer au fil du récit aussi, parce que par exemple au début on a cet idiot brutal qui donne une correction à un gamin là, il se trouve que c'est un policier, et donc comme on découvre que c'est un policier, c'est ça qui lance la colère et puis qui finit par devenir une émeute. Mais un peu plus loin dans le roman, au moment où cette émeute déborde sur le carrefour et où tout devient engorgé et dangereux, on a une voiture de police qui est prise dans l'embouteillage, terrible. Avec 3 flics à l'intérieur, et en fait on est avec eux, on a peur pour eux parce qu'effectivement ils pourraient aussi bien se faire lyncher à ce moment-là. Et donc voilà, ça permet comme ça d'avoir des points de vue, d'avoir, comment dire, Mais ça c'est très réussi parce qu'on est toujours dans l'empathie avec tous vos personnages. Sauf le flic, mais celui du début, mais qui est juste qui lance l'histoire. Mais c'est juste le déclencheur. Ouais. Mais tous les autres personnages, que ça soit Candice, que ça soit votre Candide, qui est Paul, l'écrivain qui vient faire un atelier d'écriture dans l'école, on est en empathie avec chacun. Même l'histoire d'amour raté entre Mo et Sarah, on la comprend, elle. Donc... Elle est très réussie d'ailleurs. Elle est très réaliste. Hein. Et donc c'est la force de votre roman choral, c'est que vous nous forcez à suivre chacun des personnages avec beaucoup de bienveillance finalement. Et c'est un peu votre bienveillance de prof sur vos élèves. Oui. C'est dans votre caractère, ça. Je pense que c'est dans mon caractère. Et puis, je dirais en tant que prof et en tant que romancier, en fait, je pense que c'est un métier, prof, qui effectivement, on vous confie des gamins. Donc, je veux dire, vous êtes bien obligé d'espérer qu'il va en sortir quelque chose de bon. Donc, c'est un métier qui porte plutôt, qui réclame de la bienveillance, un petit peu de courage aussi, parce qu'ils sont 35, vous êtes tout seul et ils n'ont pas forcément envie d'être là. Et puis, un peu d'énergie, quoi. Un peu d'énergie, c'est parfois physique, c'est un métier d'action, quoi. Et en même temps, c'est sans doute effectivement un métier qui cultive en nous l'espoir d'un avenir meilleur. Enfin, tout simplement parce qu'on nous donne la jeunesse à encadrer, quoi, et à former. Donc, Qu'un élève rencontre la beauté qui sauve, et la journée est gagnée, dit Candice, la prof de théâtre. C'est formidable. Qu'un élève rencontre la beauté qui sauve, et la journée est gagnée. Ouais. Je pense que c'est important quand même de dire que votre roman n'est pas plombant. Je veux dire, même s'il est très réaliste et que voilà, vous parlez de l'échec social, politique, vous parlez même d'une sorte de ghetto finalement, parce que même les profs et les encadrants à Bondy
viennent du quartier parce que personne d'autre ne veut venir d'ailleurs, tellement ça fait peur. C'est quand même un constat assez saisissant. Il y a des descriptions glaçantes. Par exemple, j'ai été très marquée par vos lignes sur la facilité en fait à tomber dans la drogue. Une petite tape sur le dos et hop, ça y est, c'est fini. T'es au bas de l'échelle, t'es la chair à canon et puis tu vas être exploité. Mais il faut dire aussi que c'est un roman qui est optimiste et drôle parce qu'en fait, les êtres humains qui accompagnent, qui encadrent, etc., eux, ils ont ce petit surplus, ils font le petit plus qui permet que ça ne s'effondre pas totalement. Et il y a une scène notamment qui m'a fait réfléchir, je veux dire de façon plus large que juste l'histoire en elle-même et l'anecdote, c'est la réflexion sur la photocopieuse. Ah, je vous la lis. Allez-y. La première photocopieuse a lâché à 10h22 et pendant quelques minutes, le prof de maths qui l'avait en main à ce moment-là, un certain Philippe, qui poussait un peu le bouchon, c'est vrai, en lui demandant du recto verso assemblé agrafé, a tenté de la réparer tout seul en suivant les instructions qui s'affichaient à l'écran comme l'ordonnait la machine. Il a donc suivi avec le sourire, mais en s'escrimant à genoux, les mains dans les rouages du ventre de la bête, les instructions affichées sur une bonne dizaine d'écrans présentant des images fléchées, des parties à ouvrir, des molettes à tourner, des plaques amovibles à faire coulisser sur leur rail encore brûlante, à sortir, à mettre de côté à la recherche de bouts de papier froissé, déchiquetés, dispersés façon attentat, et à la fin, après avoir démonté la machine sans succès, il a claqué le capot central en jurant, en promettant tout un tas de choses à la mère de toutes les photocopieuses avant de se retourner. Désolé, les mains noires de tonnerre, paume tournée vers le ciel, sourire un peu gêné, c'est cassé, plus qu'une de valide. Une course contre la montre s'est alors enclenchée, dont les nouveaux, les stagiaires et les vacataires de passage n'ont aucune idée. Il faut absolument que le technicien vienne très vite réparer la première photocopieuse parce que le report des 157 profs sur la seconde va la faire exploser en 2 heures. Les élèves n'ont pas de manuel depuis quelques années. C'est une décision de la région qui assure le financement du matériel des établissements. Une enveloppe globale comme une subvention déguisée à l'édition scolaire. Essentiellement les gros groupes comme Editis et Hachette qui se partagent le marché donnent accès à un portail numérique. Les élèves de seconde ont été dotés d'un ordinateur, mais aucun ne l'utilise. C'est lourd, ça ne tient pas dans le sac à main, ça n'a pas plus de 2 heures d'autonomie, c'est fragile, la caution est plus élevée que le montant de l'Argus. Et en fait, ça, c'est une image pour moi. Cette photocopieuse, en fait, avec les instructions à suivre. La photocopieuse qui ne fait que de bugger. Je veux dire, tous les 3 jours, il y a un problème. C'est un peu l'éducation nationale qui donne ses conseils aux profs pour essayer de s'en sortir et de gérer tout ça. C'est ça, c'est l'habitude du dysfonctionnement. Hein, c'est-à-dire, c'est tous ces gens, c'est un peu pareil à l'hôpital, on voyait ça pendant la crise du Covid, tous ces gens qui sont habitués à travailler dans des conditions en fait assez difficiles et qui finissent par s'accommoder de tous les dysfonctionnements. Et donc, à la fin, on dysfonctionne en permanence, quoi. Mais plutôt avec le sourire, parce qu'il faut bien faire les choses quand même. Trop de procédures ? Je sais pas. Peut-être pas assez de confiance dans le terrain. Voilà, je peux dire ça. Ouais. Moi, Vous êtes bouffé par l'administratif, on est d'accord ? Alors, je sais pas nous, en fait. Peut-être l'éducation nationale est bouffée par l'administratif. Ouais. Hein, mais comme l'hôpital, comme tous les grands ministères. Les profs, c'est plutôt un métier d'action. Enfin, moi, je vois ça un peu comme des pompiers. Enfin, parce que je le fais à Bondy, mais du coup, on a l'impression que la maison brûle. Mais en fait, nous, on a plutôt le moral parce que on a envie de l'éteindre. Enfin, je veux dire, c'est ça, ce sont les personnes qui font la différence. Voilà, ça brûle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pompiers. Et je pense que les pompiers, ils rêvent pas d'un monde sans incendie, en fait. Hein. Ils rêvent d'un monde où ils ont les moyens de lutter contre l'incendie. C'est ça. C'est très beau comme image. Alors moi, je voulais aussi vous parler de cet écrivain un peu blasé, là, Paul, qui est là, qui arrive, qui dit « Oh là là, mon Dieu, c'est le lieu le plus laid que j'ai jamais vu. Mais bon, finalement, ça se passe bien, ça va, bon, ok. » Et il fait cet atelier, et il y a des lignes très très belles sur sa façon en fait, de rassurer les élèves qui, clairement, n'ont pas trop l'habitude d'écrire. Il leur dit, finalement, ce qu'on veut, c'est une bonne histoire. Les fautes, c'est pas grave, on les corrigera après. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une bonne histoire. Qu'est-ce qu'une bonne histoire pour vous ? C'est cette histoire d'un grand secours, une histoire utile ?
Ouais, alors ça c'est un truc très important. Hein. Moi, j'écris toujours à partir et sur le réel. Hein. Je m'intéresse au monde dans lequel on vit, et écrire c'est une de mes façons d'essayer de le comprendre, hein, d'essayer de percer son mystère, quoi. Je pense qu'on lit pour ça, et moi j'écris aussi pour ça. Voilà. Donc ça c'est important, le lien avec le réel. Bon, une fois que vous vous occupez du réel, et surtout s'il a une dimension sociale et politique, en fait, vous êtes porté à écrire des romans qui vont être plus ou moins engagés. Hein, c'est le terme qu'on emploie pour dire que finalement, ça a un contenu qui finit par être politique, parce que ça parle de nous, quoi. Mais aujourd'hui, quand on parle de littérature engagée, on a tendance à décrire une littérature qui se voudrait un peu sociologique, hein, qui serait en train de relire Bourdieu en 1972 et qui se contenterait de décrire le désastre. Sauf que quand Bourdieu le fait, quand il fait Les Héritiers, je ne sais plus, en 72, 74, là, en fait, lui, il pense que c'est un sport de combat, la sociologie, et que ça doit susciter de l'indignation et un sursaut du lecteur. Quand un écrivain, 40 ans ou 50 ans plus tard, fait la même chose, en fait, moi, je trouve ça totalement déprimant. Et je pense que les écrivains sont là, les artistes en général, les chanteurs, les cinéastes, sont là pour inspirer les gens, et donc pour donner un peu de perspective. C'est très bien, la sociologie, ça décrit les territoires, ça décrit les classes, etc. Mais en fait, ça décrit pas les gens. Voilà. Et si on fait de la littérature du réel, si on est au plus près des personnages et donc au plus près des gens, et ben, ce qu'on veut, c'est essayer d'imiter un peu la vie et donc retrouver ce truc des gens qui est toujours en fait porteur d'espoir, forcément. Enfin, c'est un peu énorme de dire ça fait genre Victor Hugo et tout ça, mais je pense que les artistes ont une mission et qu'en fait, s'ils veulent se dire engagés dans leur temps, et ben, ils sont obligés de donner effectivement un peu de perspective et d'espoir à leur personnage. Thomas Reverdy, dans votre roman Le Grand Secours chez Flammarion, vous présentez donc ce personnage de Paul qui va en fait avoir une ode à la littérature incroyable, parce que certes il est un peu décalé, c'est un peu le Candide, mais il y croit au plus profond, il a la littérature chevillée au cœur. Oui. Un peu plus tard, il est assis sur une table entouré par les élèves, il parle de littérature contemporaine, prétend qu'il y a là, peut-être pas lui, mais il y a là autour d'eux, dans le paysage littéraire, il dit paysage littéraire, comme si on pouvait s'y promener, des Baudelaire et des Zola, des Molière, des Rousseau, des Verlaine, des Rimbaud, que c'est une évidence que tous ces gens ont été des contemporains plus ou moins célèbres avant de devenir des classiques. Que c'est une pitié de ne pas les enseigner à l'école, les Flaubert et les Nerval d'aujourd'hui, de se contenter de ceux d'hier. Que c'est même un peu triste, non, un peu salaud, il dit ça, de passer 7 ans de cours de français, le bac et tout, et de n'avoir rien appris qui fasse pousser la porte d'une librairie. Chantal plisse les yeux, fronce les sourcils, mais elle sourit en coin comme elle fait toujours. Sans doute est-elle d'accord dans le fond. Il dit « L'argumentation, comme si on écrivait pour convaincre, pour démontrer, la littérature d'idées, c'est de la merde, il dit. C'est des plaidoiries, des discours, c'est de la littérature d'avocats et d'hommes politiques. De la merde. » Il s'échauffe un peu et les gamins l'écoutent parce qu'ils sentent qu'il est sincère. Chantal toussote, mais elle est bien obligée de le reconnaître. Dans le dernier programme du bac de français, le livre le plus récent date d'il y a 100 ans. Et il y a 2 femmes sur 12 auteurs. Évidemment, aucun auteur de la francophonie. Ouais. C'est formidable comme réquisitoire, non ? Ouais. Alors, on vous sent en classe, là. Surtout venant d'un prof de français. Ouais, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de l'écrire avant l'été, là, dans les pages du journal Le Monde. C'est une situation qui, moi, m'attriste énormément. Parce que justement j'ai ces 2 casquettes d'être à la fois prof et écrivain et que en tant que prof les programmes me donnent pas beaucoup de latitude pour essayer de former les élèves qu'on me confie à lire les bouquins que j'écris quand je suis écrivain c'est affreux. Alors il y a une dimension autobiographique, c'est la première d'ailleurs dans tous vos livres, c'est la première où vous vous mettez vraiment tant en avant dans votre réel, dans votre quotidien personnel. Il y a donc cette dimension autobiographique. Comment votre livre a-t-il été perçu par vos collègues et par vos élèves ? Ouais, écoutez, par les élèves, je le saurai plus tard, en fait. Hein. Il faut le temps qu'ils le lisent. Il faut le temps que ça arrive quand même à leurs oreilles, parce que c'est... enfin, je pense qu'on n'écoute pas les mêmes radios, mes élèves et moi, et puis ensuite qu'éventuellement ils s'y intéressent et puis qu'ils le lisent. Donc voilà,
ça va prendre un certain temps. Vous l'avez pas mis sur Insta ? Non. Enfin, je veux dire, non, mais en plus, j'enseigne sous un autre nom. Enfin, c'est deux vies quand même que je maintiens assez séparées volontiers et volontairement et depuis des années. Donc, bon, le lien est pas évident. Mais mes collègues le savent évidemment, eux, et l'ont lu. Enfin, pour un certain nombre d'entre eux. J'ai des témoignages très touchants de gens qui me disent. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a sur le métier de prof, etc. Cet engagement que ça nécessite et d'expliquer les conditions aussi de ce travail et des gens qui me disent oh là là, il faut que je fasse lire ce roman à ma mère. Elle va enfin comprendre ce que je fais, quoi. Donc des trucs comme ça, moi, ça me touche beaucoup. Et puis il y a un autre effet qui me semble intéressant parce que c'est vrai que j'avais jamais placé l'action d'un roman aussi proche de moi, même géographiquement en fait, je dirais. Et de l'autre effet intéressant, voyez-vous, c'est que ça, comment dire, ce paysage, ce petit bout de banlieue parisienne là, avec son lycée, ses profs et tout ça, et ces personnages récurrents là, le clodo sous le pont qui cherche des clopes comme s'il les picorait là, ils sont devenus, ils sont un peu rentrés dans le roman. Hein. C'est la libraire de Bondy où on avait fait une signature le 1er septembre qui me disait ça, parce que par exemple ce type là qui est sous le pont qui ramasse des clopes, en fait là-bas tout le monde l'a vu, tout le monde le connaît, tout le monde le croise tous les matins, tout le monde sait qui c'est, et en même temps effectivement personne connaît son nom. Et la libraire me disait c'est formidable parce que grâce à votre roman maintenant il a un nom, il s'appelle Lucky. Alors, ce qui est très réussi dans votre roman, c'est que normalement les autobiographies, ou quand il y a une grande part d'autobiographie, ça se sent tout de suite. Et je n'imaginais pas du tout votre carrière de prof. Pour moi, vous êtes un auteur très important. Et quand votre attaché de presse m'a dit « Il ne peut pas venir à telle heure à la radio parce qu'il enseigne », je dis « Quoi ? Il enseigne ? Oui, il enseigne à Bondy. » Et c'est là où c'est très réussi. C'est que vous avez cette distance. Cette distance d'écrivain, vraiment. Et on entre aussi dans le roman au travers de Candice. Et je pense que ça c'est aussi, c'est très futé quelque part, parce que ça permet de donner la voix à un prof pas du tout celui qu'on pourrait imaginer quand on dit lycée Bondy. Elle fait du théâtre, c'est une femme, elle arrivait là un peu par hasard. On comprend que c'était pas une vocation, l'enseignement, pour elle. D'ailleurs, elle maintient une certaine distance. Ce ne sont pas mes élèves, mes secondes, ce sont les secondes, les élèves. Elle est très attentive à ça. On sent que c'est un peu aussi pour se protéger, parce que finalement, c'est une grande sensible. Elle est souvent très touchée. Elle protège d'ailleurs les élèves. Et je pense que cette entrée au travers des yeux de Candice est très porteuse, en fait. Elle porte aussi l'espoir, parce qu'elle on sent qu'elle a ce dynamisme, quoi. Elle y croit. Enfin, pour elle, c'est... Elle a un côté Brigitte Macron. Vous dites ça parce qu'elle est prof de théâtre? Non, cela dit, c'est important qu'elle soit prof de théâtre. Vous voyez, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la littérature contemporaine et la littérature classique et tout ça, le fait qu'elle soit aussi prof de théâtre, eh bien... Et qu'elle enseigne Molière, Le bourgeois et l'gentilhomme. Ouais, et c'est pas par hasard. Ouais, et c'est pas par hasard, parce qu'évidemment, c'est un roman qui parle de ça, quoi, de se prendre pour un autre, d'essayer des rôles, voilà. Eh bien, par rapport à la littérature classique, à son enseignement, le théâtre, c'est un endroit particulier et assez merveilleux où non seulement on va faire jouer les élèves, donc déjà on va les mettre en situation de faire autre chose que ce qu'ils font habituellement à l'école, mais en plus, même avec un texte classique, la question, si on le met en voix, si on le lit ou si on le joue, ça va être de le faire passer à travers un corps d'aujourd'hui, à travers une voix d'aujourd'hui. Se demander, tiens, cette phrase, le personnage l'a dit avec une intention, moi, il faut que j'aille chercher quelle intention aujourd'hui pour la dire encore à la personne en face de moi. Et donc ça, c'est hyper intéressant, parce que là, on enseigne la littérature. Et le simple fait, d'ailleurs, que ça passe par le corps, son enseignement à elle. Hein, on sent que... pour les élèves, c'est surprenant parce qu'ils ont l'habitude d'être assis et puis de peut-être de ne pas vraiment écouter. Et en même temps, c'est une mise en jeu pour eux quand même. Hein. C'est pas si simple que ça. Même de pouvoir déclamer, etc. De se retrouver dans la situation d'être acteur pour de vrai. Ouais. Non, c'est très compliqué. Et c'est... mais dès qu'ils comprennent que ça peut devenir, gratifiant, en fait, ça fonctionne, quoi. Et puis, il y a ceux qui ne veulent pas.
pas. Alors il y a tous les tirs au flanc qui vont à l'infirmerie le matin et qui font la queue à l'infirmerie. La file d'attente et l'infirmière est complètement dépassée par les événements. Il ne faut pas qu'il se fasse piquer par les pions non plus dans les couloirs. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. L'excuse infirmerie n'est valable qu'une seule fois, n'est-ce pas? Donc il ne faut pas trop non plus en abuser. Et la pauvre infirmière est débordée. Et vous avez une phrase terrible. C'est pire depuis qu'il y a les ordinateurs. Moi, ça m'a fait rire, ça aussi. Mais oui, parce qu'on a perdu l'humain. Et ça, vous le dites très très bien. Quand on a fini par arriver en cours le plus tard possible et que la prof réclame le billet, on dit l'infirmière n'avait pas le temps, il y avait trop de monde, alors elle nous a renvoyés, mais on a d'abord attendu une demi-heure, il faut le dire, avec l'air désespéré des gens confrontés aux services publics désorganisés de l'État. Donc ils apprennent très très vite le code. Ils ont vite compris le code et le système dans lequel ils sont. Et ça, il y a cette... Ils sont attachants, ils sont futés quand même. Hein. Ils sont futés. Ouais, y compris dans leurs inventions langagières, les tags en face du lycée, là, plutôt pigeon que poulet. Enfin, vous avez raison, ça, de le souligner, parce qu'il y a beaucoup d'inventivité aussi dans votre langue. C'était intéressant, ça. Le bendo, etc. J'ai trouvé que c'était très dynamique, ça. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Myrna et Lou. Merci Thomas Reverdy, Le Grand Secours, roman chez Flammarion, roman que je vous recommande, que nous vous recommandons absolument, parce que c'est vraiment on croque de l'humanité, c'est l'humanité en barre, et ça c'est très réussi, et c'est aussi plein d'espoir, parce que la jeunesse est belle, et la nature l'a fait belle, et donc il faut croire aussi dans la jeunesse, et bravo pour le métier que vous faites, Thomas Reverdy, de les aider. Merci à Jean-Paul Lérine, à Cédric Cobat, François Dudonné, Louis-Marie Picard, Camille Meyer pour la réussite technique de notre émission. Demain c'est mercredi, nous irons au cinéma pour voir entre autres Marilyn et son juge, La fiancée du poète, avec nos chroniqueurs cinéma, Marie-Noël Tranchant, Dominique Borne et Bernard Medioni. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et je vous embrasse.